Alors donc maintenant on y va pour la réaction d'élimination, qu'on appelle aussi la réaction de bêta-élimination. Alors donc ici on va avoir le mécanisme général, c'est-à-dire qu'on va avoir comme tout à l'heure un dérivé halogéné, donc un halogénure. Donc ici c'est le chlore avec le radical ici. On va utiliser donc une base, donc comme tout à l'heure, hein, un nucléophile, chargé ou pas, on verra les différentes possibilités. Et puis finalement, à la fin, on obtient un alcène. Ok. Donc on aura deux types de réactions d'élimination. On aura deux mécanismes possibles, l'élimination de type E1 ou l'élimination de type E2. On commence par l'élimination de type E1. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir ici notre radical. Donc tout ça, c'est le radical. Et puis, lié avec ce carbone-là, on a un chlore, donc un halogène. Donc pour la réaction de type E1, en fait, on voit que la première étape ici, c'est une étape qui ressemble et en fait qui est exactement équivalente, qui est en fait la même étape que pour la réaction de SN1, c'est-à-dire une première étape qui est équilibrée, donc qui est lente, donc on voit les flèches qui vont dans les deux sens, avec, donc si je redessine en fait tout simplement, donc on a bien notre liaison ici carbone halogène, avec les deux électrons en fait qui sont un peu plus proches du chlore, puisque le chlore il est delta négatif et le carbone il est plutôt delta positif. Qu'est-ce qui va se passer? De manière spontanée, en fait, on va avoir le départ du chlore, tout simplement. Donc la liaison elle va partir sur le chlore, hop là, sur l'halogène. On a donc la formation d'un carbocation, ici on le voit bien, hein, toujours plan dans l'espace. Et puis, oublions pas, hein, on peut le rajouter, le prof il ne l'a pas mis, mais on peut rajouter évidemment le chlore ici avec la charge négative. Okay. Ça c'est la première étape dans l'élimination E1 et elle est la même que la première étape lors de la réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Et justement, l'élimination de type E1 va se différencier de la SN1 au cours de la deuxième étape. C'est-à-dire la deuxième étape dans le cadre de la SN1, c'était quoi? C'était l'attaque nucléophile, alors soit par le haut, soit par le bas du carbocation tout simplement. Donc alors ici le prof il avait fait une petite erreur, il avait laissé le chlore, là j'ai rectifié, donc j'ai mis le nucléophile. Donc ça, on a la réaction de type substitution nucléophile de type 1. Et puis l'élimination maintenant en revanche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a aussi l'intervention d'une base, donc d'un nucléophile, mais simplement le nucléophile ne va pas attaquer le carbocation, il va plutôt arracher un hydrogène en alpha du carbocation, c'est-à-dire il va arracher un hydrogène sur, sur ce carbone-là, enfin donc soit il va arracher l'hydrogène ici, soit il va arracher un hydrogène ici, soit il va arracher un hydrogène ici. C'est pour ça qu'on dit en alpha, c'est-à-dire directement donc à une liaison en fait du carbocation dont on parle. Et donc c'est pour ça qu'on a deux possibilités là par exemple qui nous sont représentées. C'est-à-dire que soit, donc par exemple, on va avoir donc notre base ici, ok, qui va tout simplement arracher. Du coup, je vais plutôt redessiner la molécule pour bien montrer. Donc on a notre carbocation ici, hop, hop, avec le C, donc par exemple H3 du coup, on va faire les trois hydrogènes. Hop là. Ici, on va laisser le CH3 parce que c'est la même chose. Et puis ici, par contre, on a le carbone avec hydrogène, hydrogène, et puis ici un CH3. Donc là, je refais la molécule. Je refais la molécule qui est ici. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que soit donc la base en question, justement, elle va avoir plusieurs possibilités. Okay, donc, alors si je fais la base, je vais plutôt la faire en rouge. Donc la base, elle est ici. Donc soit, première possibilité, elle va arracher le proton, donc par exemple celui-là. Okay, elle va l'arracher. Elle va se lier pendant un instant donné, et puis à la fin, évidemment, elle l'aura arraché. Et cette double liaison-là, par exemple, on peut la représenter, imaginons, en vert. Donc voilà, en fait, tout simplement, elle va être déplacée. Et dans un des cas, justement, elle va être déplacée, par exemple, ici.
Ok. Et ce mécanisme-là, alors je vais faire une flèche bleue pour bien euh, pour raccorder tout ça. Et donc en fait, ça c'est la première possibilité par exemple. Donc ça c'est la première possibilité. Alors je vais noter, voilà. Donc c'est la première possibilité, c'est ce qu'on a ici. C'est bien le produit qu'on obtient, puisqu'on a une double liaison entre le carbocation de tout à l'heure et le carbone qui se trouvait donc à sa gauche là, le CH2 ici. Et donc on a bien la double liaison avec, bah, du coup si on veut on peut rajouter la liaison en vert. Donc cette double liaison là qui vient, alors pardon, les électrons de cette liaison là qui vont venir arriver ici et qui vont former un alcène. Ok. Ça c'est la première possibilité. Et puis il y a d'autres possibilités parce qu'on a aussi d'autres carbones donc, qui sont en alpha avec des hydrogènes et donc qui vont eux-mêmes aussi pouvoir être déprotonés. Enfin, donc voilà, par exemple, imaginons dans une deuxième possibilité, eh bien, par exemple, qui va, hop là, arracher cet hydrogène-là. Donc en arrachant cet hydrogène-là, bah, exactement dans le même principe, donc imaginons on a cette liaison-là qui était ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, ces électrons-là vont se déplacer ici et vont former tout simplement cette double liaison-là. Et donc on a un deuxième type d'alcène qui va être formé ici, on le voit bien. Donc ça c'est par exemple dans une deuxième possibilité. Voilà. Donc là, j'explique un petit peu ce que le prof, lui, a représenté sur son cours. Mais donc le plus important, c'est pas forcément de savoir quelle forme sera importante. Dans un premier temps, c'est de comprendre le principe. Le principe, c'est que l'étape numéro 1 de l'élimination d'ordre 1, c'est la même que l'étape 1 de la substitution nucléophile d'ordre 1, c'est-à-dire le départ spontané de l'halogène, la formation d'un carbocation plan, et puis dans une deuxième étape, l'élimination de type 1, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la base, le nucléophile, il ne va pas toucher aux carbocations, il va arracher un proton dans un carbone qui est juste, qui suit le carbocation, donc soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, et qui va déprotoner tout simplement les électrons justement bah, de la liaison dont on a parlé. Donc si on déprotonne ça, eh ben, les électrons ici, les deux électrons présents ici vont arriver ici pour non seulement pour qu'il n'y ait plus de carbocation et en plus parce que l'hydrogène a été déprotoné. Donc au final, on aura une molécule qui redevient neutre. On n'a plus notre carbocation et donc on obtient à la fin un alcène. Après, donc concernant, pour préciser en fait pourquoi on a par exemple cette forme-là beaucoup plus à 27% et cette forme-là seulement à 7%, pourquoi on a l'un et pas l'autre, là c'est assez simple à comprendre, c'est que tout simplement, d'un point de vue thermodynamique, on va avoir la formation de l'alcène le plus substitué, tout simplement. C'est-à-dire l'alcène, donc pour comprendre ça, alors peut-être que tout à l'heure, dans la diapo d'après, est-ce qu'on a ça? Je regarde rapidement. Ouais, on va parler de ça de toute façon. Donc c'est tout simplement parce qu'on va obtenir l'alcène le plus substitué. Donc juste très rapidement pour revenir à ça, pour comprendre un peu le principe de l'alcène substitué. Donc imaginons on a un carbone ici. Alors dans la première possibilité, hein, là je parle de la première possibilité. Donc on a notre double liaison avec carbone-carbone. Ici on a hop là, CH3, ici CH3. Donc là, ça va nous intéresser. Hop là, parce que ce sont des éléments qui vont pouvoir stabiliser. Donc, donc, on a un alcène qui est assez substitué de ce côté-là. Et puis, de ce côté et de ce côté, donc on a un hydrogène d'un côté et CH3 de l'autre. Donc, on voit bien que cet alcène-là est substitué par trois groupements. Ici, CH3. Ok. Ça, c'est dans le cas de la première molécule. Ok. Maintenant, dans le cas de la deuxième molécule, qu'est-ce qu'on remarque? Alors je vais le faire plutôt là par exemple. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on représente toujours l'alcène au milieu, et ben en fait d'un côté on va avoir un hydrogène et un autre hydrogène. Et puis de l'autre côté on va avoir d'un côté CH3 et puis de l'autre côté là ils nous disent C2H5 par exemple. C'est ce qu'on a ici. Donc voilà. Et ici qu'est-ce qu'on remarque? Parce que on remarque que on va avoir uniquement deux éléments
donc ils vont pouvoir substituer correctement l'alcène. Et puis on a 2 hydrogènes ici. Et donc forcément, entre cette forme-là, la deuxième possibilité et la première possibilité, c'est le premier alcène qui est le plus substitué par des groupements électrons donneurs, par des CH3, et par conséquent, donc, qui sera le plus susceptible d'être formé, puisque thermodynamiquement plus stable. Donc c'est pour ça qu'on a 27% ici. Bon, après, les pourcentages, c'est pas très important, mais le plus important, c'est de comprendre que si c'est plus stable, forcément, ça va être ça aura plus de chances d'être formé sous cette forme-là. Donc voilà. Donc ça, c'est le mécanisme E1. Maintenant, on va préciser un peu plus. Là, j'ai donné un peu j'ai un peu précisé la diapo. On va voir un peu d'autres éléments. Donc, mécanisme en 2 étapes, on a dit, par l'intermédiaire d'un carbocation, donc souvent en compétition avec SN1. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a la réaction lente, pareil, toujours, avec le départ spontané de l'halogène, la formation d'un carbocation ici. Ici, on voit bien un carbone en alpha du carbocation avec son hydrogène. L'étape 2, où cette fois-ci, on aura le solvant, donc une base, un nucléophile qui va du coup attaquer l'hydrogène. Les électrons de la liaison carbone-hydrogène qui vont se déplacer et qui vont venir stabiliser, qui vont venir du coup annuler entre guillemets le carbocation, puisqu'on aura une double liaison, et former ainsi un alcène. Donc première étape identique, on l'a déjà vu. Maintenant, maintenant, comment on différencie donc, la réaction de E1 et SN1? C'est extrêmement simple. Donc la première étape, on a dit entre SN1 et E1, elle est identique. La deuxième étape, par contre, ça va dépendre évidemment de la base. Si la base elle est forte, on va favoriser la réaction de type E1, mais surtout de la température en fait. Donc si la température, donc imaginons qu'on soit à cette étape-là, avec la formation du carbocation ici, et qu'on donne un nucléophile, une base, voilà, et si on a une haute température, on va plutôt favoriser la réaction de type E1, et si on a une température basse, on va plutôt favoriser une réaction de type SN1, tout simplement. Okay. Donc voilà. Donc la réactivité E1 identique aux réactions de SN1. Donc les substrats tertiaires sont donc bien plus réactifs que secondaires et primaires. Donc là c'est exactement pareil. On a vu donc dans la partie des SN1, SN2. Donc c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ici ce sont les réactifs qui vont être tertiaires seront beaucoup plus favorisés lors des réactions de type E1. Pourquoi? Parce que si c'est tertiaire, en tout cas l'halogénure il faut qu'il soit tertiaire initialement, puisque ça va permettre au carbocation d'être beaucoup plus stable. Ça c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est pareil pour la réaction de type E1. Donc voilà. La stéréochimie de la réaction, donc l'isomère géométrique obtenu est le plus stable, donc le moins encombré. Alors là, ça c'est bien de le retenir. C'est-à-dire que on va avoir une régiosélectivité. Okay, c'est-à-dire que l'alcène qui sera obtenu va être le plus stable thermodynamiquement possible. Et puis, pour qu'il soit le plus stable, il faut qu'il soit substitué, comme on l'a vu tout à l'heure ici. Hein. Il faut qu'il soit le plus substitué. Ici, il est beaucoup plus substitué, cet alcène est beaucoup plus substitué que celui-ci. Donc, celui-là, il aura plus tendance à se former. Mais les deux types d'alcènes peuvent se former. Okay. De même, on peut avoir la forme E, qui peut être présente, tout comme la forme Z. Donc il n'y a pas, c'est pas une seule forme d'alcène qui va être formée, on peut avoir en fait plusieurs types d'alcènes qui sont formés, même si le E sera un peu plus présent, okay, parce qu'il sera moins encombré. Alors je vais préciser, normalement c'est assez logique, mais je vais quand même préciser pourquoi le E est moins encombré que le Z. Et si jamais je fais, je sais pas moi, un alcène ici, hop là. Donc hop. Alors un alcène E par exemple, ça serait CH3 ici, H, CH3 et H par exemple. Ok. Donc ça c'est la forme E. Et on voit bien que le groupement un peu lourd, ils sont vraiment à l'opposé. Ok. Maintenant si je fais exactement la même chose sur la forme Z, par exemple on a H ici, et puis CH3 et CH3 ici, on voit bien que les éléments les plus lourds sont quand même beaucoup plus proches.
Et donc, en fait, finalement, ils seront un petit peu... et donc, ils seront en fait un petit peu... ils seront moins stables, entre guillemets. Okay, même si les deux formes peuvent et sont formées en réalité. Donc, maintenant, parce que les deux formes peuvent être formées, on dit que la réaction E1 est non stéréospécifique, premièrement. On a un mélange des deux doubles liaisons. Donc, on a un mélange des formes E, mais aussi des formes Z. Okay, même si E reste majoritaire parce que, justement, thermodynamiquement, un peu plus stable. Et forcément, on aura une régiosélectivité puisque c'est l'élément le plus stable qui va être le plus présent, tout simplement. Alors maintenant, l'orientation donc, suit la règle de Zaitsev, donc c'est exactement ce qu'on dit ici, avec la scène qui est le plus substituée par des groupements électron-donneurs. Donc là, c'est exactement ça. Première étape qui est lente avec départ spontané de l'halogène. Étape 1 identique à la réaction de type SN1. Formation d'un carbocation plan avec la formation ici en majorité de l'alcène. Ici, on le voit bien. Alors si je le représente sous une autre forme, eh ben, on a ici CH3, double liaison, CH3 et CH3. Donc voilà, les formes un peu plus lourdes, on voit bien que là c'est assez substitué. Et puis de ce côté-là, la deuxième à 8%, bah, par exemple, ça serait le carbone ici, avec deux hydrogènes de chaque côté. Ici, CH3 de ce côté, et ici donc C2H5. Donc on voit bien que voilà, l'un est plus substitué que l'autre, donc forcément, il est présent quasiment 3 fois plus ici, sous cette forme-là, que sous cette forme-là. Et puis on a 60% de substitution. Ce 60% de substitution, évidemment, va diminuer si on augmente la température, puisque si on augmente la température, ça va favoriser les réactions d'élimination et défavoriser par conséquent les réactions de substitution. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à l'élimination de type 2. Alors j'ai pas vu du coup les formes, alors les réactions... Voilà, les lois de vitesse. Alors, juste quand même, concernant la loi de vitesse de type E1, c'est exactement à peu près la même, c'est la même loi que pour la réaction de SN1, c'est-à-dire que la vitesse va dépendre toujours de la constante K, et il y a un seul élément, une seule concentration d'éléments qui va rentrer en compte pour la cinétique, pour calculer la cinétique de la réaction de type d'élimination numéro 1, c'est la concentration en halogénure initiale, parce qu'on a toujours cette étape 1 qui est lente, monomoléculaire, qui va se faire spontanément, et donc c'est vraiment la quantité d'halogénure, de dérivés halogénés initialement présents qui va diriger en fait cette cinétique, cette loi cette vitesse de la réaction totale. Donc voilà. Donc, alors maintenant, on va passer à la réaction de type E2. Alors, donc, la réaction de type E2, c'est un peu comme la réaction de type SN2, c'est-à-dire qu'on aura une seule étape, donc il n'y a pas d'étape lente ou quoi que ce soit. On a une étape donc d'élimination, cette fois-ci bimoléculaire, donc c'est parce qu'on va avoir, entre guillemets, deux molécules, alors deux éléments qui vont être éliminés en tout cas. Ce sont l'hydrogène, ici, et plus précisément le proton, hein, et toujours comme d'hab, l'halogène. Alors, comment ça va se passer? Donc ici, on va avoir notre base forte, puisqu'on a un O C2H5, donc base forte ici. Alors, si vous voulez, je peux résumer un peu, faire un truc un peu plus simple avec... donc la base négative, hein, avec ici notre CH2. Pourquoi ça change? Donc notre CH2 ici, hop là, CH2 et le X, si on veut on peut le représenter sous forme de X, voilà, hop là.
Et puis donc là, on va laisser... Alors je pense que c'est mieux quand même de faire un carbone ici et puis des hydrogènes comme ça autour. Voilà. Donc là, si je simplifie un peu ce qui se passe, donc qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir notre base ici qui est forte, qui va arracher... En fait, on va initier ça avec... Donc, alors je vais quand même... Ce que je vais faire, c'est que ça va être mieux... Alors, je vais refaire ça ici. Donc, on a notre base ici. Voilà. Ensuite, on a notre... Voilà. Donc, H, X, H. Donc, X, ça va être ici pour le brome. Notre base, elle est là. Alors, concrètement, ce qui va se passer, c'est que la base va initier donc, la réaction en attaquant, en déprotonnant tout simplement le carbone en alpha du carbone qui est lié à l'halogène tout simplement. Donc, va venir intercepter, va venir arracher ce proton-là. Lorsque le proton donc, va commencer à être arraché, ce qui va se passer, évidemment, c'est que la double liaison ici va aller à ce niveau-là. Et pendant que la double liaison va aller à ce niveau-là, en même temps, on se rappelle, hein, le carbone et l'hydrogène, le carbone et l'halogène, toujours, hein, dans cette liaison-là, ce qui se passe, si on se rappelle bien, on a une petite charge partielle positive, une petite charge partielle négative, avec les électrons qui sont un peu plus proches. Donc en fait, lui, il est déjà prêt, entre guillemets, à partir. Okay, vu que maintenant, la base a intercepté le proton et que les électrons de la liaison vont se déplacer ici, en fait, ça va favoriser le départ de l'halogène, tout simplement. Et donc, l'halogène va lui-même, partir, tout simplement, va récupérer ces électrons-là. Et c'est comme ça qu'on va avoir la formation tout simplement d'un alcène. Et donc, on a nos deux carbones avec les deux hydrogènes qu'on avait ici, avec hop là et hop là, et enfin, on aura notre X-. Okay, donc, on a bien une conservation de la charge. Et puis, évidemment, le plus BH, hein, parce que la base, elle s'est protonnée. Okay, donc, ici, par exemple, on aurait le OH qu'on obtient. Voilà, on a le OH ici. Donc, voilà la réaction. Là, je l'ai un peu plus simplifié pour bien comprendre. La formation d'un alcène, donc. La réaction de type 2, quand même, elle est assez spécifique. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un mécanisme qui est concerté. On dit que c'est un mécanisme synchrone. Pourquoi? Parce que on a la base qui va déprotoner et en même temps, on va avoir l'halogène qui va partir. Donc, mécanisme synchrone. On parle d'élimination bimoléculaire parce puisque la molécule ici va perdre à la fois son proton et à la fois un halogène négatif. Okay, ça, c'est très important. Évidemment, le mécanisme, donc ça revient souvent dans les QCM, le mécanisme va passer par un état de transition qui sera différent de celui de la SN2. Okay, ça n'a rien à voir. Ici, ça n'a rien à voir avec l'état de transition, n'a rien à voir avec celui de la SN2. Donc, la réaction va être catalysée par des bases fortes parce que la base, évidemment, il faut qu'elle soit assez puissante, assez agressive pour arracher un proton dans la liaison CH. Et puis, on a des spécificités au niveau de la stéréochimie. Donc, première chose, on a une élimination qui va être dite anticoplanaire. C'est-à-dire que H, ici, qui va être éliminé, qui va être arraché, et X, qui va aussi partir, doivent être en configuration anti. C'est-à-dire que si l'un est de ce côté-là, eh ben l'autre doit forcément être de ce côté-là. Par exemple, X n'aurait pas pu être ici, parce que sinon, il se serait éliminé des deux côtés. Et en fait, d'un point de vue thermodynamique, c'est pas faisable, en fait. Parce qu'il y aurait une concentration ici d'énergie, d'éléments qui vont partir assez importante. C'est pour ça qu'ils doivent tout le temps être en configuration anti. Ça, c'est essentiel. Comme les deux éléments doivent être en configuration anti, on a ce qu'on appelle, on va former un alcène avec une configuration spécifique. Okay, on ne peut pas avoir n'importe quelle configuration qui va être formée parce que justement, initialement, la molécule et l'agencement que cette molécule doit avoir est bien déterminé en fait.
puisqu'on a une configuration anti. Par conséquent, la réaction sera stéréospécifique et aussi diastéréosélective. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des diastéréoisomères. On n'aura pas tous les alcènes qui vont pouvoir être formés en fait. Okay, donc on a certains alcènes qui vont être formés et pas d'autres, tout simplement. Au niveau de la régiosélectivité, la règle de Zaitsev, elle est respectée, voilà, puisqu'on va obtenir l'alcène le plus substitué. Ça, c'est toujours le cas. Donc voilà, et enfin la réaction d'E2, l'élimination E2 et entre en compétition avec SN2 et toujours c'est la température qui fera la différence. Okay, le facteur majoritaire, le facteur le plus important pour faire la différence entre une réaction de type SN2 et E2, c'est la température. Donc voilà. Là, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est concerté, synchrone, en une seule étape. On a une élimination donc anticoplanaire. Là, on a un petit exemple. Donc avec ici B, alors je vais quand même rajouter le moins ici, parce que voilà, donc la base, elle est négative ici, elle va arracher le proton. La double liaison ici va arriver ici pour former l'alcène. En même temps, exactement en même temps, on a le départ de l'halogène avec, donc, qui devient négatif, la base qui est protonée maintenant et l'alcène qui est formé. Voilà. Donc toujours, l'état de transition ici, on le voit bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avec la réaction de type SN2. Et on voit qu'il faut absolument être en anti. Okay, c'est-à-dire que la base, à un moment donné, en fait, dans l'état de transition, va commencer à former une liaison avec l'hydrogène. Et cette liaison-là va commencer à partir pour venir former un alcène ici. Donc à ce moment-là, cet état de transition, en fait, il faut on le voit bien, l'hydrogène et l'halogène soient bien en configuration anti. S'ils sont du même côté, en fait, ça va compliquer les choses et l'état de transition ne sera pas avec une énergie minimale. Donc, par conséquent, ça ne va pas pouvoir se faire, la réaction. Donc, au niveau de la stéréochimie, donc pareil, on va pouvoir donc arracher toujours, on le voit bien, ils sont bien opposés, hein, donc configuration anti. Formation de l'alcène. Ici, on voit bien qu'on obtient l'alcène le plus substitué. Hein. Il y a 4 groupements ici qui sont des bons substituteurs, quoi. En tout cas, qui vont bien substituer l'alcène. Donc, voilà. On respecte bien la règle de Zaitsev. La formation, donc, en tout cas, la protonation, la base qui va être protonée, hein, elle devient de l'eau. Et puis, ici, l'halogène qui est chargé négativement. Alors, au niveau de l'orientation, donc, si l'élimination anticoplanaire est permise, donc ça se fait uniquement si l'élimination peut être anticoplanaire. Sinon, on n'a pas de réaction d'élimination de type 2. On aura peut-être une SN2, par exemple. Donc voilà, l'étude de la stabilité des deux états de transition. Alors, donc ça aussi, ça c'est un élément assez important. C'est bien de le comprendre. Alors, ça ne sert à rien de regarder cet état-là, cette partie-là, parce que ce n'est pas très important. Le plus important, c'est de se dire, dans le cas où, par exemple, donc, on a notre carbone ici central, qui est très important, qu'il faut bien remarquer, avec notre halogène, et donc, les carbones en alpha du carbone lié à l'halogène, donc on a CH2 ici, et puis le carbone ici. Et ces deux carbones en alpha, en fait, possèdent des hydrogènes qui vont pouvoir donc être arrachés lors de la réaction de type SN2. Maintenant, on veut déterminer quel alcène qui va être formé. En fait, on veut déterminer la base, quel proton, est-ce que c'est ce proton ou est-ce que c'est ce proton qui vont pouvoir être arrachés tout simplement. Quelle possibilité va être favorisée plutôt que l'autre? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et bien tout simplement, ça c'est la règle, c'est la régiosélectivité, la règle de Zaitsev, qui va nous l'indiquer, qui va pouvoir nous permettre de trouver ça. C'est-à-dire qu'en arrachant le H, donc si on arrache ce H-là, donc c'est en rouge, cette possibilité en rouge, on a la liaison qui va venir ici, et donc le BR évidemment qui va partir. Donc la double liaison va être formée ici. Si la double liaison est formée ici, on voit que les deux carbones, donc c'est la possibilité ici, on voit que les deux carbones sont substitués. Donc on voit que la substitution, en fait, elle se fait de cette manière-là.
Donc on a ici H, on a ici CH3, ici CH3, ici CH3. Donc on voit que c'est assez substitué. Ok. Pardon. Donc on voit que c'est assez substitué pour la possibilité en rouge, avec les flèches rouges. Deuxième possibilité, c'est si on arrache ce proton-là, la double liaison elle part ici, et on obtient cette molécule, la molécule numéro 1. Si on représente du coup ce qu'on a, eh ben on a 2 hydrogènes de ce côté-là, et puis ici on a un hydrogène de ce côté-là, et puis ici un carbone avec d'autres éléments ensuite. Ok, CH3, CH3, etc. Bon, on a un élément qui substitue bien, et puis on a 3 hydrogènes autour. Et donc on voit la différence entre l'alcène le plus substitué ici, donc le plus stable, selon la règle de Zaitsev, et ici l'alcène le moins substitué. Et on nous dit bien que le composé 2 va être forcément majoritaire ici, puisque c'est l'élément le plus substitué. Voilà. Ok. Et donc là, on a un tableau récapitulatif avec l'AE1 avec les 2 étapes, la loi de vitesse qui ressemble à celle de la SN1. Ici, on voit que la loi de vitesse, elle est, comme ça se fait en une étape, et ben c'est la quantité d'halogénure et la quantité de base qui va déterminer la cinétique de la réaction. Ici, la réaction, elle est non stéréospécifique. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la formation de l'alcène, elle est non stéréospécifique parce qu'on peut avoir à la fois un alcène de type Z ou un alcène de type E. Okay, même si le E est majoritaire, est un peu plus majoritaire, il y a quand même les 2 types d'alcènes, donc réaction non spécifique, stéréospécifique. Alors que ici, on a bien une réaction qui sera stéréospécifique, puisqu'on aura la formation d'un alcène de configuration donnée, puisque l'élimination doit forcément être en anticoplanaire, donc on aura forcément un type d'alcène prédéterminé, entre guillemets. Okay, on ne peut pas avoir toutes les possibilités ici. Donc pareil ici, c'est un peu ce qu'on avait vu pour la SN1, c'est-à-dire que l'halogénure ici tertiaire c'est mieux d'avoir un halogénure tertiaire ici. Pourquoi ? Parce que la formation du carbocation. L'halogénure ici, c'est mieux qu'il soit primaire parce que ça va permettre d'avoir un minimum d'avoir au niveau spatial une facilité pour la base d'atteindre ici l'hydrogène. La nature de l'halogène qui est exactement pareil, c'est toujours l'iode qui sera le meilleur halogène partant. La nature du solvant ici, pareil, c'est pareil, hein, protique polaire que pour la SN1 et aprotique polaire pour la E2, tout comme la SN2. Et puis l'augmentation, très important, l'augmentation de la température va favoriser l'élimination face à la réaction de SN2. Donc voilà pour cette partie sur la substitution nucléophile et les réactions d'élimination. On se retrouve donc pour la suite.